Bonjour, donc je m'appelle Charles Laïdi, je suis chef de clinique assistant dans le service de psychiatrie des hôpitaux universitaires Henri Mondor, avec un poste aménagé pour faire de la recherche grâce au soutien de la Fondation Bettencourt. Et donc j'ai fait une présentation aujourd'hui sur le coût de la schizophrénie et du trouble bipolaire en utilisant les bases de données des centres experts de la Fondation Fondamentale. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc je vais vous présenter les résultats sur l'impact médico-économique de la schizophrénie et du trouble bipolaire en France, qui sont vraiment très largement issus des données FACE, donc dans le volet schizophrénie et trouble bipolaire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais commencer par peut-être un certain nombre de définitions pour mieux comprendre le travail que nous avons réalisé par la suite. D'abord, en économie de la santé, on peut dire qu'il y a différents types de coûts qu'on peut étudier ou calculer. D'une part, il y a les coûts directs médicaux qui sont finalement parfois souvent les plus simples à appréhender. C'est vraiment les coûts qui sont liés aux hospitalisations à temps plein, à temps partiel, les coûts qui sont liés aux consultations ou aux traitements médicamenteux, par exemple. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les coûts médico-sociaux, qui sont les coûts liés à tout le secteur médico-social. Alors pour les cliniciens, donc ça représente évidemment l'argent qui est nécessaire pour faire fonctionner des maisons d'accueil spécialisées, des foyers d'accueil médicalisés, le SAMSA ou tout un type d'intervention médico-sociale. Il y a également le coût lié aux allocations, par exemple l'allocation adulte handicapé dans la schizophrénie. Et puis il y a aussi des coûts un peu plus indirects, comme par exemple le coût lié à la perte de productivité. Par exemple, quand un patient ne va pas travailler, il va pas pouvoir payer d'impôts et ça va représenter pour la collectivité aussi un manque à gagner. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les coûts intangibles, qui sont les coûts liés à la perte de qualité de vie, qui sont un peu plus difficiles à mesurer et qu'on utilise notamment avec une unité qui s'appelle les QALY pour Quality Adjusted Life Years, qui permet donc d'évaluer la perte de revenus liés à la perte de qualité de vie. Alors il y a différents types de coûts, mais il y a aussi différentes perspectives. Et on peut se placer selon par exemple la perspective de l'assurance maladie, selon si c'est elle qui va supporter ce coût financier, mais on peut aussi se placer, comme je vous le disais un peu plus tôt, pour les coûts indirects et la perte de productivité, du point de vue de la collectivité. Et puis enfin, je dirais aussi qu'il y a différentes méthodes pour calculer les coûts en économie de la santé. On peut soit se baser sur une approche qu'on appelle plutôt top-down, où on va aller chercher dans des très grandes bases de données nationales des coûts globaux, sans individualiser les patients, et ensuite essayer de trouver quelle est la partie, par exemple, qui est nécessaire pour les patients qui souffrent de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Ou alors on peut en fait au contraire utiliser ce qu'on appelle une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on va partir vraiment du patient et on va essayer de calculer le coût pour chaque patient et ensuite on va faire une somme pour essayer de mieux comprendre le coût de la maladie à l'échelle d'une population. Alors dans les travaux que je vais vous présenter, donc on a pris le parti de prendre une perspective de ce qui est celle de l'assurance maladie en étudiant les coûts directs médicaux, donc liés aux hospitalisations, aux traitements, aux consultations. Et donc puisqu'on s'est servi des bases FACE, on a utilisé une approche bottom-up, donc en partant vraiment de chaque patient pour lesquels on a calculé un coût. Alors, pour vous parler juste rapidement du coût de la psychiatrie en France, la première chose, c'est qu'il y a extrêmement peu de données qui sont disponibles, en tout cas actuellement. L'assurance maladie, en 2014, a essayé de calculer des coûts en fonction des différentes pathologies ou spécialités. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc sur le budget de 155 milliards d'euros de l'assurance maladie, il y en a 22 qui sont attribués soit aux maladies psychiatriques ou aux traitements psychotropes, ce qui est tout à fait considérable. Et même quand vous voyez par exemple le coût du diabète ou les traitements du risque vasculaire ou encore les maladies cardio-neurovasculaires, vous voyez que le coût est bien inférieur. Et donc ce que conclut vraiment l'assurance maladie, c'est que la psychiatrie représente un poste de santé tout à fait conséquent et le premier aussi parmi un certain nombre d'autres spécialités. Alors, pourquoi est-ce que nous avons réalisé ces travaux ? D'abord parce que finalement, il y a très peu de données françaises en économie de la santé, mais il y en a encore moins finalement quand on essaye de calculer le coût par pathologie.
notamment pour la schizophrénie et le trouble bipolaire. Dans la schizophrénie, il y a une seule étude sur un échantillon un peu plus petit que celui sur lequel nous avons travaillé. Et dans le trouble bipolaire, il y a vraiment une étude, mais sur 25 patients qui étaient hospitalisés. Donc vraiment, ça permet pas du tout d'avoir une vision un peu plus claire de ce que pourrait représenter le coût du trouble bipolaire en France. Ça, c'est le premier point. Et puis l'autre point, c'est que même dans les études internationales, finalement, on calcule souvent le coût de pathologies comme la schizophrénie du trouble bipolaire, mais on n'a pas accès à des données cliniques extrêmement fines. Puisque par exemple, quand on va calculer le coût du diabète, on peut avoir des critères biologiques stringents, mais qui n'existent pas encore, en tout cas dans les pathologies psychiatriques. Et donc finalement, quand on fait même des études de coût dans d'autres pays que la France, il y a une caractérisation clinique qui reste assez insuffisante et c'est difficile de savoir quels sont les facteurs cliniques qui seraient associés ou non à un coût plus important de la maladie. Donc les objectifs de ce travail étaient d'abord de calculer le coût direct médical par patient dans la schizophrénie et le trouble bipolaire, ensuite d'étudier les facteurs qui pouvaient influencer ce coût, et enfin aussi de réfléchir finalement à quelles pourraient être les conséquences de ce travail sur l'organisation des soins de psychiatrie en France, et notamment pour ces deux pathologies. Donc nous avons analysé les données de la base FACE, que j'imagine que vous connaissez tous très bien, et je voulais juste repréciser qu'on s'était basé sur les données qui étaient collectées une année après la première visite d'inclusion. Donc c'était une information qui était rétrospective, et on a calculé le coût donc directement sur cette période de 12 mois avant la première visite d'inclusion. Pour calculer le coût des hospitalisations, donc on s'est basé sur des données analytiques d'un comptable qui travaille pour un hôpital psychiatrique dans l'ouest de la France, qui s'appelle Monsieur Leloup, et qui a estimé, qui a fait une enquête dans 50 établissements français, et qui a trouvé un coût moyen des hospitalisations à temps plein de 307 € par jour, et un coût moyen de journée pour les hospitalisations à temps partiel qui était de 170 € par jour. Donc c'est des données de comptabilité analytique qui étaient vraiment la moyenne d'un échantillon plutôt représentatif de différents établissements français. Pour calculer le coût des médicaments, donc on a utilisé la base de données publique du médicament qui permet de calculer un coût pour chaque prescription médicamenteuse, et ensuite on a calculé le coût des traitements pour chaque patient, et puis enfin on a aussi estimé le coût qui était lié aux consultations en psychiatrie. Donc on a d'abord calculé le coût de la maladie, et puis on a aussi essayé de comprendre les facteurs qui étaient associés à un coût plus important, et pour ça on a fait un modèle linéaire généralisé. On a essayé de trouver quelles étaient les variables associées à un coût plus important. On a fait donc une analyse multivariée pour pouvoir prendre en compte simultanément un certain nombre de facteurs, et on a aussi utilisé des méthodes de bootstrapping pour tester la validité interne de notre modèle et avoir vraiment une méthodologie statistique robuste pour pouvoir estimer quels étaient les facteurs associés à un coût de la maladie plus important. Alors dans la schizophrénie, donc on a analysé les données de 395 patients souffrant de schizophrénie qui avaient en moyenne âgés de 32 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir que 40% des patients avaient été hospitalisés durant l'année précédente, donc la première visite, et que la durée moyenne des hospitalisations par année était de 10 semaines. On constate aussi que le sexe ratio alors était un peu déséquilibré, puisqu'il y avait à peu près 3/4 d'hommes pour 1/4 de femmes, ce qui est peut-être pas forcément totalement représentatif de la population de patients souffrant de schizophrénie en France. Et puis aussi, il y avait, alors ça sort mal, mais 65% de patients qui ne travaillaient pas dans la base de données. On a retrouvé un coût moyen par patient et donc par année direct de à peu près 15 000 € donc par patient et par année. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement la distribution suivait absolument pas une loi normale, et que vous voyez que la médiane est de 3 435 €, ce qui s'explique en fait par le fait qu'il y a un certain nombre de patients qui sont hospitalisés en continu et qui coûtent extrêmement cher, et que donc finalement il faut vraiment prendre en compte, je pense, la médiane et la moyenne pour pouvoir se faire une idée un petit peu précise du coût de la schizophrénie.
Ce qu'on voit aussi, et ce qui est un point vraiment sur lequel je souhaiterais insister, c'est que les hospitalisations à temps plein et à temps partiel représentent l'immense majorité du coût pour les patients, alors que finalement, vous voyez que les consultations ou les traitements médicamenteux, qui représentent respectivement 6 et 7% du coût total, représentent un coût qui est beaucoup plus anecdotique. Puis en étudiant les facteurs qui étaient associés à un coût de la maladie plus important, on a retrouvé que le mauvais fonctionnement et le fait d'être célibataire étaient, dans l'analyse multivariée, associés à un coût de la schizophrénie qui était plus important. Dans le trouble bipolaire, donc nous avons analysé les données de 733 patients. Vous voyez que la population, même par rapport aux patients souffrant de schizophrénie, est un petit peu différente, donc avec un sexe ratio beaucoup plus équilibré. Ici, 58% de travailleurs actifs, donc c'est vraiment, on a vraiment une population qui est très différente de celle des patients qui souffraient de schizophrénie. Et 80% de patients qui avaient un niveau supérieur ou égal au bac, ce qui bien sûr malheureusement n'était pas le cas dans la population de patients souffrant de schizophrénie. On a retrouvé, comme on pouvait s'y attendre, disons en se basant aussi sur les données de la littérature, un coût moyen de la maladie beaucoup plus faible, donc de 6 000 €. Mais là encore, toujours, on peut constater qu'il y avait vraiment une part très importante, donc 71% du coût total, qui était lié aux hospitalisations à plein temps, alors que là encore, les consultations et les traitements médicamenteux représentaient une part bien moindre. Puis on a pu retrouver aussi un certain nombre de facteurs associés à un coût de la maladie plus important. Donc le fait d'être une femme, d'avoir un trouble bipolaire de type 1. Ce qui était aussi intéressant, c'est que les patients plus jeunes étaient associés à un coût plus important, donc notamment les patients de moins de 35 ans. Les patients sans emploi avaient aussi un coût plus élevé. Et ce qui était assez intéressant, c'est de voir que les patients fumeurs et avec un syndrome métabolique étaient associés à un coût de la maladie plus élevé, ainsi que l'adhérence au traitement. Et donc assez logiquement finalement, mais on s'est rendu compte que les patients qui étaient peu adhérents au traitement avaient un coût de la maladie plus important. Et puis comme dans la schizophrénie aussi, on a retrouvé un effet très important du centre d'inclusion. Alors, ces résultats que nous avons retrouvés, ils sont finalement assez cohérents avec les données de la littérature. Ce qui est aussi assez intéressant de voir, c'est que l'assurance maladie a aussi estimé le coût de certaines pathologies, de la schizophrénie aussi, mais en utilisant une autre méthodologie que la nôtre. Et on constate aussi que la schizophrénie, même par rapport, donc là on parle de coûts vraiment par année et par patient, dépensés par l'assurance maladie, on peut voir que la schizophrénie a un coût donc voilà, d'environ 10 000 € par année et par patient, ce qui est bien supérieur au diabète, à la démence, à la maladie de Parkinson, qui sont beaucoup de pathologies, ça c'est vraiment les données de l'assurance maladie, pour lesquelles il y a alors non seulement une exposition médiatique considérable, mais aussi des moyens qui sont attribués à la recherche, qui sont sans commune mesure avec l'argent public qui est utilisé pour améliorer la prise en charge ou faire de la recherche, par exemple pour les patients qui souffraient de schizophrénie. Ce que nos travaux montrent aussi, donc comme je vous le disais, c'est l'importance du coût des hospitalisations, en sachant que une journée d'hospitalisation permet de financer environ 10 consultations de psychiatres. Donc le message aussi, c'est que toutes les prises en charge ambulatoires, finalement, elles sont beaucoup moins onéreuses que l'hospitalisation à temps complet. Et on a aussi une étude donc de Henry et collaborateurs, donc vraiment directement en utilisant les mêmes données que nous avons utilisées, qui a montré une diminution de 55% des hospitalisations au cours du suivi dans les centres experts. Et donc ce que ça veut dire, c'est que finalement, même en diminuant un tout petit peu année après année la durée des hospitalisations pour les patients, on arrive à financer très facilement des centres experts ou des consultations, puisque vraiment on peut financer donc 10 consultations pour une journée d'hospitalisation, sachant que une hospitalisation moyenne dure environ, en tout cas dans la schizophrénie, environ 10 semaines. On se rend compte que vraiment il y a un énorme décalage entre le coût de l'hospitalisation et des consultations.
Donc on a aussi pu retrouver un certain nombre de facteurs associés au coût de la schizophrénie, par exemple le fonctionnement, et dans le trouble bipolaire, on a trouvé un effet de l'âge, donc les patients plus jeunes coûtaient plus cher que les patients plus âgés, et puis aussi l'adhésion au traitement. Et là encore, on peut se dire que des interventions spécifiques, comme par exemple les unités jeunes adultes, des programmes de remédiation cognitive ou de psychoéducation dans le trouble bipolaire, pourrait permettre de diminuer les hospitalisations, de diminuer le coût lié aux hospitalisations. Et là encore, finalement, en diminuant ne serait-ce que de quelques journées le nombre d'hospitalisations pour un patient, on arrive très facilement à financer des programmes de psychoéducation qui sont là encore très peu onéreux. Et donc, ce que ça suggère aussi, c'est l'intérêt des études qu'on pourrait mener aussi dans le cadre du réseau des centres experts, qui pourraient être des études coût-efficacité, pour voir, par exemple, quel est le rapport entre le coût et l'efficacité d'un programme de rééducation, de remédiation fonctionnelle ou de psychoéducation dans le trouble bipolaire. Donc, on continue vraiment à analyser ces données. On va s'intéresser, je pense, à l'évolution du coût au fil du suivi des centres experts pour voir s'il y a vraiment une décroissance du coût, comme les travaux préliminaires de Chantal Henry semblent le suggérer. Puis on va aussi étudier le fardeau de la maladie en prenant en compte plus globalement la perte de productivité, et donc en s'attachant plus seulement à décrire les coûts directs de la maladie. Et puis le dernier point aussi, et je crois que c'est ça dont on souhaitait vous parler aujourd'hui, c'était de voir comment est-ce que ces travaux qui montrent vraiment la prédominance du coût des hospitalisations peuvent nous amener à réfléchir sur l'organisation des soins en France. Alors, quand on s'intéresse un peu à ce qui se passe en dehors de la France, justement, ce qu'on peut voir, c'est que le montant du budget global alloué à la psychiatrie en France est assez proche, finalement, de ceux, par exemple, de l'Allemagne ou de l'Angleterre, donc qui sont nos voisins. Et donc, finalement, on entend, c'est vrai, aussi beaucoup dire que la psychiatrie est insuffisamment financée en France, ce dont je reste convaincu, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce financement, il est assez proche de celui de nos voisins, en tout cas de l'Allemagne et de l'Angleterre. En ce qui concerne la densité de lits, d'hospitalisation, qui est un sujet qui, même moi, en tant que chef de clinique, me préoccupe tous les jours, puisqu'on manque constamment de lits. Ce qui est assez intéressant de constater aussi, c'est que la densité de lits en France, en tout cas des lits de psychiatrie aiguë, elle est assez proche, là encore, de celle de l'Allemagne et de l'Angleterre. Par contre, il y a quand même des petites particularités françaises, notamment une qui m'a vraiment marqué, c'est de savoir que en France, on a à peu près 1000 admissions en hospitalisation pour 100 000 habitants, alors qu'il n'y en a que 300 au Royaume-Uni. Donc, ce que les données de comparaison semblent suggérer, c'est que en France, on a tendance à hospitaliser. En tout cas, il y a beaucoup plus de nouvelles hospitalisations que dans d'autres pays par rapport au Royaume-Uni, avec un facteur donc de 1 à 3, ce qui est quand même tout à fait considérable. L'autre point aussi, c'est que si la densité de lits d'hospitalisation de psychiatrie d'aiguë, elle est assez proche de celle de nos voisins, celle qui ne l'est absolument pas, c'est le nombre de places d'hébergement en extra-hospitalier, qui est donc seulement de 11 000 en France, contre par exemple 63 000 en Allemagne et 41 000 en Angleterre. Donc finalement, on manque énormément de lits d'aval pour les patients qui ne nécessitent pas de soins aigus. Et ça, je pense que ça explique aussi beaucoup les problèmes de lits qu'on peut avoir en aigu, et aussi les réhospitalisations successives de nos patients pour lesquels on n'a pas de solution pérenne à proposer, et qui fait que on se retrouve à avoir beaucoup d'hospitalisations à temps complet. L'autre point aussi, c'est le nombre de CMP. Alors ça, j'ai trouvé que cette statistique était très intéressante. En France, on a presque plus de 4 fois plus de CMP qu'en Allemagne, de centres de consultation. En tout cas, ça semble être expliqué aussi par le fait que en France, on a choisi vraiment de faire de la proximité géographique du patient avec le centre de consultation une priorité absolue. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de petites unités, très peu spécialisées,
Alors que dans d'autres pays, comme par exemple c'est le cas en Allemagne ou en Angleterre, on préfère que les patients fassent un peu plus de trajets peut-être, mais avoir une plus grosse masse critique et pouvoir organiser des activités comme par exemple, ou des types de psychothérapie, par exemple des psychothérapies spécialisées dans le trauma, mais qui nécessitent d'avoir une taille critique suffisante. Et donc là, on voit qu'il y a une très grande disparité entre la France et d'autres pays. Et ce qui semble se dessiner finalement du modèle français, comme c'est expliqué dans cette revue de la littérature de Thorneycroft et collaborateurs, c'est qu'en fait en France, on a les moyens d'un pays développé, mais on a une organisation des soins qui n'est pas vraiment celle d'un pays développé. C'est-à-dire que tous les autres pays développés ou qui investissent autant que nous dans la psychiatrie, comme par exemple l'Allemagne ou l'Angleterre, ils ont un système beaucoup plus spécialisé avec des consultations et des prises en charge très spécifiques, alors que nous, en fait, on reste avec un système global très peu spécialisé, en tout cas comme ça peut être le cas dans la prise en charge de secteurs. Voilà, donc pour conclure, donc nous avons estimé le coût direct médical de la schizophrénie et de troubles bipolaires. On a retrouvé un certain nombre de facteurs qui étaient associés à un coût de la maladie plus important. Je dirais que notre travail a permis de montrer aussi la prépondérance du coût des hospitalisations dans les coûts directs médicaux et a amené peut-être aussi une certaine réflexion sur l'organisation des soins avec en France un secteur qui, en tout cas de mon point de vue, est assez peu spécialisé et surtout très centré sur l'hospitalisation qui coûte extrêmement cher. Et voilà, l'idée aussi c'était de discuter un peu avec vous, de savoir ce que vous pensiez de ces résultats. Et je vais laisser la parole à Magali Coldefy. Bonjour, donc je m'appelle Magali Coldefy, je suis maître de recherche à l'IRDES, l'Institut de recherche documentation en économie de la santé, où j'ai développé pas mal de travaux de recherche sur l'organisation des soins en psychiatrie, la variabilité des pratiques en psychiatrie. Et aujourd'hui, je suis là pour discuter les études réalisées par le Dr Charles Leidy sur le coût de la prise en charge de la schizophrénie et des troubles bipolaires. Merci de m'avoir invité à discuter ces deux études, enfin deux papiers, dont un en cours de soumission, de publication, j'ai envie de dire, qui était vraiment très intéressant pour moi et que je suis ravie de discuter aujourd'hui. Alors du coup, je vais reprendre certains éléments qui ont été présentés par Charles et les discuter, enfin, ou voir un peu comment on pourrait soit aller plus loin, soit en effet les limites des données pour expliquer certains aspects. Donc là, pareil, bon, rappelez qu'en effet, de toute façon, l'étude présentée par Charles, elle répond à des besoins importants, on va dire, de connaissances et sur des thématiques qui ne sont pas beaucoup analysées en France, en tout cas où il y a un retard important en matière d'économie de la santé ou recherche sur les services de santé dans le champ de la psychiatrie. Et c'est vrai qu'il y a peu d'équipes qui travaillent sur ces sujets-là, alors que, comme il l'a dit, la santé mentale, c'est un enjeu de santé publique et économique majeur. Donc là, voilà, j'ai repris des chiffres, mais un peu plus actualisés, puisque donc l'assurance maladie, en effet, produit chaque année un rapport chargé produit, et cette année, elle a fait un dossier particulier sur la santé mentale, justement, ayant un petit peu finalement découvert le coût important des pathologies mentales dans ces dépenses de santé. Donc en 2016, c'est plus de 7 millions de personnes qui ont eu des soins en rapport avec un problème de santé mentale. Au sein de ces 7 millions, c'est 2 millions de personnes qui ont une pathologie psychiatrique identifiée via un moment un diagnostic repéré dans les bases de données dont dispose l'assurance maladie, et 5 millions, on va dire, de personnes qui consomment des médicaments psychotropes, mais sans jamais avoir de diagnostic identifié dans les bases de données. C'était aussi un enjeu de santé publique, donc qui a moins été évoqué, mais c'est voilà, avec une espérance de vie de 13 à 16 ans inférieure à la population générale, et un écart par rapport à la population générale qui tend à s'accroître au cours du temps, du fait essentiellement que l'espérance de vie s'améliore pour la majorité de la population, mais pas pour les personnes qui ont des troubles psychiques. Donc voilà, c'était 23 milliards d'euros, ça a été dit, et c'est un constat qui n'est pas seulement français, mais qui a été aussi pointé par l'OCDE dans un rapport récent, puisque le coût, du coup, en termes de fardeau économique global, comme l'a évoqué Charles, représente en moyenne, on va dire 4% du PIB des pays. En France, c'est 3,7%. Mais donc, voilà, l'OCDE aussi pointe le coût des pathologies mentales comme un enjeu majeur pour les années à venir. Donc voilà, un domaine sous-investi en France. Alors
Alors c'est vrai que moi j'ai eu la chance de lire les documents, les papiers entiers et pas uniquement le contenu de la présentation. Et c'est vrai que Charles il insiste aussi sur le peu de données disponibles pour faire ces évaluations, enfin ces mesures médico-économiques. Moi j'insisterai plus sur aussi le peu d'équipes qui s'approprient ces sujets de recherche et qui travaillent sur ces sujets. Alors c'est vrai que les données médico-administratives qui existent en effet sont pauvres en données cliniques et sociales telles que celles qui ont pu être mobilisées ici. Mais par contre il y a quand même des données qui existent et qui peuvent répondre à d'autres questions, qui peuvent être complémentaires et qui sont fortement sous-exploitées par les équipes de recherche. Donc voilà, une étude originale est vraiment très intéressante, avec des données dont on ne dispose pas souvent, en tout cas, moi qui peux travailler beaucoup sur les bases de données de l'assurance maladie ou autre, et des résultats donc à la fois en termes d'estimation des coûts et surtout des facteurs associés sur lesquels je vais revenir. Donc ça, Charles l'a très bien présenté. Donc en effet, il s'agit d'une analyse des coûts directs médicaux et pas du reste de la prise en charge. Et c'est vrai qu'à terme, ce serait intéressant d'évaluer le reste et aussi de voir, je pense, si on réduit l'hospitalisation et les coûts directs, est-ce que ça n'a pas un impact sur des coûts indirects ou ce qu'on appelle soit du reste à charge pour les personnes ou une offre complémentaire qui se développe en dehors du champ sanitaire pour répondre à certains besoins. Donc il y avait 3 objectifs qui étaient annoncés donc, dans cette communication. Donc le calcul du coût direct pour la schizophrénie et le trouble bipolaire, l'étude des facteurs qui influencent ce coût et quelles conséquences on peut en tirer en termes d'organisation des soins. Donc je vais repartir en fait de l'ensemble de l'étude. Donc sur la population d'études et les données, donc c'est des cohortes de patients évalués par les centres experts fondamentaux entre 2010 et 2015, donc dans 9 centres experts dans les 2 cas. Des patients âgés de plus de 16 ans sur des critères diagnostiques alors qui n'étaient pas précisés dans les documents, mais du coup je me dis, ça fait partie des choses qui m'intéressaient de savoir plus précisément. Parce que pareil, dans les bases de données, on a uniquement le diagnostic en SIM10 qui ne permet pas d'évaluer la sévérité ou d'autres choses. Mais on peut se poser, en effet, la question de la représentativité de cette population. Et j'y reviendrai plus tard si on compare un petit peu les données sociodémographiques, les rares données dont on dispose au niveau national, pour voir si la population sélectionnée, elle est représentative. Et voilà, c'est peut-être... Ça ne remet pas en cause du tout la valeur du coût, mais c'est peut-être nuancer ou en tout cas discuter ces résultats. Alors c'est aussi ma méconnaissance des centres experts en partie. C'était quel est l'adressage en centre expert? Est-ce qu'il varie entre les centres experts? Est-ce que c'est plutôt des patients incidents pour lesquels il y a un besoin d'évaluation diagnostique ou des patients prévalents en échec thérapeutique? Est-ce que c'est des situations particulièrement complexes quand on adresse vers un centre expert? Est-ce qu'on est à un certain niveau d'évolution de la maladie on a essayé plein de choses et on n'y arrive pas? Quelle est l'ancienneté dans la pathologie? Plus que l'âge du début des troubles, pour moi, c'était l'ancienneté de la pathologie qui aurait été intéressant, je pense, d'intégrer dans le modèle. Voilà, est-ce que c'est des patients qui sont davantage suivis en ville ou autre? Est-ce que, du coup, la grande précarité, elle est un peu plus exclue? Est-ce qu'il y a un biais sur le niveau d'éducation? Parce que c'est vrai que les données présentées sur le niveau d'éducation, elles sont assez... pareil, on avait peu de données sociales sur les personnes suivies pour des troubles psychiques, mais du coup, 80% de personnes qui ont un niveau supérieur ou égal au bac, c'est très supérieur à ce qu'on a en population générale. Donc du coup, à quoi c'est dû? Et pareil en termes de sévérité. Mais comme je le dis, en effet, c'est difficile aussi de mesurer cette représentativité puisqu'on ne dispose pas des données sociales ou cliniques que vous avez pour pouvoir les comparer. Après, du coup, vous travaillez à partir des informations rétrospectives sur les 12 mois précédents, donc la première consultation en centre expert, si j'ai bien compris. Donc, comme je disais, toujours la richesse des données collectées sur les données cliniques et sociales, et par contre, évidemment, la limite des données déclaratives où il y a des biais potentiels de mémoire. Et c'est là où c'est intéressant, vu que maintenant c'est un peu plus faisable d'appareiller avec les données de l'assurance maladie pour, on va dire, contrôler ou en tout cas compléter les informations sur la consommation de soins l'année précédente, puisque c'est vrai que via les données de l'assurance maladie, on a à la fois des données de consommation alors sur les soins remboursés uniquement, donc soit les soins de ville, les médicaments, après tout ce qui se passe en établissement de santé, les soins somatiques éventuels et psychiatriques. Par contre, on n'a pas tout ce qui ne prête pas à remboursement, comme les consultations de psychologues, qui peuvent aussi impacter la prise en charge. Mais je pense qu'à terme, c'est intéressant pour ce type d'études de mobiliser les deux données. Donc sur le calcul du coût direct, alors sur les méthodes, les méthodes employées, elles sont
on va dire, adapté à la question posée. Donc moi, je suis pas statisticienne, mais j'en ai discuté avec des économètres et statisticiens de l'IRDES qui m'ont confirmé que voilà, c'était totalement approprié à l'objectif de l'étude. Sur les facteurs associés au coût, vous avez mobilisé 3 catégories de variables d'intérêt, des caractéristiques démographiques, socio-économiques et cliniques, qui diffèrent un petit peu selon les pathologies. Donc là, j'avais une question, c'est pourquoi, parce que c'est l'évolution de l'étude, parce que je pense qu'il y a l'étude sur la schizophrénie d'abord, et sur les troubles bipolaires ensuite, et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de variables dans l'étude sur les troubles bipolaires, notamment sur les variables cliniques, qu'on ne retrouvait pas sur la schizophrénie, et je me dis, est-ce que c'était des hypothèses de départ en disant, on ne pense pas que certaines variables vont jouer sur l'un et jouent sur l'autre, ou est-ce que c'est l'évolution de la pensée et l'enrichissement de l'étude au cours du temps. Donc voilà, là j'ai relisté un petit peu les variables qui diffèrent, notamment sur les troubles bipolaires. Il y a un focus plus important sur les comorbidités, que ce soit addictives ou autres, sur les critères cliniques, sur le tabac, les addictions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la littérature comme corrélé au coût important, et que ça a moins été mobilisé dans le cadre de la schizophrénie. Donc voilà, là c'est plus des questions sur pourquoi. Et par contre, j'ai été étonnée de pas trouver de données sur le logement, enfin le fait d'avoir un logement autonome, la précarité, on a le fait d'être en emploi ou sans emploi, on a le niveau d'éducation, mais vraiment quel est l'environnement social, familial aussi de la personne, qui peut aussi impacter, parce que quand on voit les résultats sur le célibat ou sur le fait d'être en emploi, on se dit derrière ça c'est peut-être une situation plus complexe qu'il faudrait approcher. Et comme je disais, l'ancienneté dans la maladie, enfin le moment du parcours du malade, qui peut aussi être, enfin voilà, je me dis quand voilà, je ne suis pas soignante, mais je me dis peut-être que quand on entre dans la maladie, on consomme plus de soins que 15 ans après. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé, en lisant votre étude, ce qui avait été fait dans le cadre, alors ça date un peu, l'expérimentation du PMSI psychiatrie. Donc pour ceux qui... Donc entre 1998 et 2005, l'État souhaitait mettre en place un système de tarification à l'activité comme ça existe en médecine, chirurgie, obstétrique, SSR et HAD aujourd'hui, pour la psychiatrie. Et du coup, il y a eu une expérimentation qui a duré 7 ans, avec, c'est vrai que l'hypothèse c'était que le poids économique d'une prise en charge, elle est sur un an, elle serait prédictible par les caractéristiques sociales et médicales du patient et par les caractéristiques des structures de prise en charge. Donc l'expérimentation, elle a duré 7 ans, et elle a abouti à ne pas donner lieu à un financement par tarification à l'activité de la psychiatrie, puisque le seul facteur prédictif, c'était le type d'établissement. C'est-à-dire que le coût, la variabilité des coûts des prises en charge s'expliquait essentiellement par le type d'établissement, qui soulignait en fait l'impact potentiel, en tout cas de l'organisation structurelle des soins. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être par rapport à l'impact des centres experts d'inclusion, en disant que ce n'est pas l'organisation du centre expert, mais de l'offre territoriale, on va dire, dont ont bénéficié les patients avant d'entrer dans le centre expert. Mais c'est vrai que c'était un petit peu en gros les mêmes entrées en disant il y a des caractéristiques sociales, des caractéristiques cliniques, des caractéristiques liées à l'organisation des soins qui vont impacter le coût de la prise en charge. Donc là je rappelle un petit peu les résultats, et c'était ce côté en effet, donc en effet ça confirme, on va dire, les ordres de grandeur que peut publier l'assurance maladie sur ces données-là. Alors c'est vrai que sur les troubles bipolaires, alors qu'elle a les données, elle n'a pas sorti des données sur ce sous-groupe-là, donc c'est un groupe beaucoup plus large sur les troubles névrotiques et de l'humeur, mais je pense qu'en travaillant avec eux, ce serait possible d'avoir une estimation du coût pour les troubles bipolaires, avec en effet, dans les données de l'assurance maladie aussi, cette grande partie des coûts qui est liée aux hospitalisations. Voilà, et c'est là où, comme je le disais tout à l'heure, sur le niveau d'éducation, notamment pour les troubles bipolaires, c'est vrai que c'est des résultats qui m'ont étonné, pour savoir quelle est la représentativité, parce que c'est une spécificité de cette population, est-ce que c'est une spécificité de cette population qui a été prise en charge dans le cadre des centres experts. Voilà. Donc sur les résultats, sur les facteurs explicatifs, les facteurs associés au coût direct. Donc c'est des facteurs différents qui vont intervenir dans le cadre de la schizophrénie ou des troubles bipolaires, à part les centres d'inclusion. On va dire dans le cadre de la schizophrénie, ce qui ressort de manière significative, c'est en effet le fait d'être célibataire et un mauvais fonctionnement. Alors que dans les troubles bipolaires, le fait d'être une femme, d'avoir un âge plus jeune, le type de trouble bipolaire, le fait d'être sans emploi, le syndrome métabolique, le tabagisme, la non-adhérence au traitement médicamenteux vont aussi participer à expliquer des coûts de prise en charge plus élevés. Donc sur
sur le montant des coûts, donc comme je disais, c'est des données cohérentes avec ce qu'on retrouve dans la littérature. Et comme vous l'avez montré, il y a une très forte dispersion des coûts par pathologie, aussi bien dans la schizophrénie que les troubles bipolaires. Et là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des choses, en effet, à creuser sur ce qu'on appelle les high cost, high user dans la littérature internationale, en disant souvent c'est 1 à 5% des patients qui concentrent 60% des dépenses de santé. Et je me dis, est-ce qu'en effet, il y aurait intérêt, en tout cas, à travailler ce genre de choses dans le champ de la santé mentale, avec justement une étude qui montrait qu'en plus, dans le champ de la santé mentale, c'est encore plus important, puisque parmi les patients les plus coûteux, les patients qui ont des problèmes de santé mentale sont encore plus coûteux. Sur l'importance des hospitalisations dans le coût total, donc là, c'était un côté plus politique. C'est, comme j'avais travaillé avec l'Agence régionale de santé PACA sur un modèle de péréquation, donc c'est comment chaque région réalloue aux établissements la dotation annuelle de financement en fonction de certains critères. Et en région PACA, ils ont mis en place un modèle qui valorise les actes ambulatoires. Et c'est qu'en gros, par exemple, une journée d'hospitalisation, ça va être pondéré par 1 acte ambulatoire par 0,3, alors que comme Charles l'a dit, c'est plutôt une consultation, 10 consultations égale une journée d'hospitalisation. Donc c'est est-ce que finalement aussi par le financement des établissements, on peut inciter à réduire l'hospitalisation et à développer d'autres types de prise en charge. Alors, c'est là où il y a le plus d'aspects, on va dire, qui m'ont paru intéressants à discuter. Donc c'est sur les caractéristiques qui ont été associées au coût. Alors quelque chose qui m'a manqué, mais auquel vous pourrez peut-être répondre, c'est finalement un peu la hiérarchie des différentes caractéristiques dans la contribution à la variabilité des coûts. Puisqu'on a vu, il y a des caractéristiques cliniques, et c'est vrai qu'on peut dire normalement que le coût devrait être lié aux caractéristiques cliniques, et on voit qu'il y a des caractéristiques sociales, démographiques, sociales, qui jouent et de manière importante. Alors j'ai plus de données en tête, mais je crois que le fait d'être fumeur, ça augmente de 50% le coût de prise en charge, donc on se dit que c'est quand même beaucoup et c'est fait partie des variables significatives. Le fait d'être en emploi va plutôt réduire, on va dire, les coûts de prise en charge. Et c'était savoir un petit peu, est-ce que ce qui explique des coûts élevés, en gros, est-ce que les caractéristiques cliniques, ça explique 40% du coût de la prise en charge? Les coûts socio-économiques, est-ce que c'est plus ou moins? Et si jamais c'est plus que les caractéristiques cliniques, ça questionne, parce qu'on ne peut pas agir sur l'ensemble des variables que vous avez introduites dans le modèle. Et notamment, après, c'est toute la partie, moi, qui m'a beaucoup interrogée sur les centres d'inclusion. Et parce que pour moi, derrière le fait qu'il y ait des variabilités de coûts liées aux centres d'inclusion, ça questionne quels sont les types d'établissements qu'ont fréquenté les établissements avant. On sait que, par exemple, en moyenne, la durée moyenne d'hospitalisation, elle est globalement plus courte dans des établissements pluridisciplinaires que dans des établissements publics spécialisés en psychiatrie. Si c'est des territoires où il y a plus de cliniques privées, les durées d'hospitalisation sont relativement longues. Plus en moyenne 35 jours minimum et plus. Dans des territoires où il y a une meilleure coordination entre la médecine de ville et l'hôpital, on peut se dire que peut-être que la prise en charge est plus efficiente, donc elle devrait coûter moins cher, peut-être des hospitalisations plus courtes. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer, en termes d'organisation des soins, que selon les territoires, on ait des coûts plus ou moins importants. Et je trouve que ça fait partie des choses qui seraient intéressantes. Moi, je trouve intéressantes à creuser sur, en effet, les pratiques des établissements et pas seulement de chacun des établissements, mais l'organisation générale des soins qui va faire que dans certains territoires, on va être hospitalisé plus ou moins longuement, et pas justement uniquement en fonction de critères cliniques, mais en fonction de diversité de pratiques ou de stratégies thérapeutiques. Donc voilà, et alors on ne le voit pas en bas, je sais pas. Donc c'est est-ce qu'il est possible de construire un modèle qui permet de hiérarchiser un petit peu l'importance des différentes caractéristiques dans l'explication des coûts. Donc, et après, à partir de ces résultats, vous recommandez certaines interventions qui pourraient réduire le coût lié aux hospitalisations, mais en se concentrant essentiellement sur 3 variables. Et après, je me disais, en fait, il y a sur les autres variables qui jouent, qu'est-ce qu'on pourrait, alors,
c'est un petit peu naïf ce que je propose, mais c'est vrai que voilà, on a vu que le célibat, alors je sais plus si c'est dans le champ de la schizophrénie que ça jouait, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses en matière de lutte contre l'isolement social, d'entraide entre pairs? Enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que le fait d'être célibataire contribue à augmenter les coûts? Sur l'emploi, du coup, est-ce qu'il ne faut pas aussi pousser tous les programmes d'accès et de maintien dans l'emploi, et y compris dans les études pour des patients plus jeunes? Sur le tabagisme, le syndrome métabolique, est-ce que dans les préconisations, c'était pas aussi mettre des actions ciblées de prévention, un suivi somatique pour réduire ces facteurs-là qui augmentent les coûts? Alors pareil, j'étais étonnée sur la prise en charge, sur les femmes, alors c'était sur les troubles bipolaires, qu'elles coûtent plus cher, que ça augmente le coût de prise en charge. Et je trouve que c'est un résultat étonnant parce que vous dites que dans la littérature, on retrouve le fait qu'elles soient plus hospitalisées, mais en essayant de m'expliquer par le fait que les femmes recourent plus facilement aux soins, mais du coup, si je me dis que si elles y recourent plus facilement, normalement, elles y recourent plus précocement et on devrait avoir peut-être moins d'hospitalisation à terme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des prises en charge spécifiques? Est-ce que leurs demandes, elles sont pas entendues de la même manière que celles des hommes? Enfin, je sais pas. Je me suis dit que c'était un résultat étonnant aussi à questionner un petit peu. Et voilà. Et après, sur les centres d'inclusion, je l'ai évoqué, mais en effet, un peu plus questionner ce que vous faites à la fin sur les disparités d'organisation, d'offres, de pratiques. En effet, dans les territoires où des soins à domicile sont développés de manière intensive, finalement, je pense que chez vous, ça apparaît en termes de consultation, mais est-ce que ça peut pas impacter, c'est censé impacter la réduction de la durée d'hospitalisation? Voilà, c'est des choses que je trouve intéressantes à investiguer, en effet, qui font lien avec le sujet qui vous intéressait sur l'organisation des soins et des pratiques. Donc pareil, je suis repartie des graphiques que vous aviez présentés et dire par rapport au modèle des pays développés, comment se situe la France. Et donc, en effet, si on part sur la première partie, sur le premier recours, les soins de santé mentale de premier recours, c'est vrai qu'en France, sur ce niveau-là, j'ai envie de dire, il y a un gros progrès à faire en termes de coordination médecins généralistes, psychiatrie en général. Donc, il y a une récente recommandation de la Haute Autorité de Santé sur cette thématique et où on voit qu'en France, on va dire, les modèles les plus intégrés de coordination entre la médecine générale et la psychiatrie, ils sont très peu présents sur le territoire et qu'on est très loin des recommandations, on va dire, internationales en la matière. C'est vrai que moi, personnellement, je crois beaucoup à l'implantation de la psychiatrie dans les maisons de santé pluridisciplinaires, que ce soit avec un infirmier senior ou en tout cas des permanences dans des lieux non spécifiques à la psychiatrie, des lieux de soins ou des antennes, on va dire, sociales ou qui faciliteraient ce premier accès aux soins. Et pour moi, c'est une des limites du fait d'avoir toujours voulu un dispositif spécifique à la psychiatrie et que ce soit, on va dire, depuis la sectorisation, mais encore aujourd'hui dans les dernières lois sur la santé où la psychiatrie, ça fait l'objet de dispositifs spécifiques. Du coup, elle est des fois exclue des dispositifs de droit commun qui existent pour le reste de la population et que je pense que ça contribue à limiter l'accès aux soins et à faire que ce premier recours en santé mentale, il n'est pas géré par les acteurs de premier recours traditionnels, par le médecin généraliste qui essaye de répondre à la demande, mais pas toujours de manière efficiente. Pareil, c'est évoqué à l'étranger le remboursement, les traitements pharmacologiques, mais aussi psychothérapeutiques. Et c'est vrai qu'en France, l'absence de remboursement actuel des psychologues en ville fait aussi une barrière pour que ce système soit efficient en première ligne. Si on regarde le niveau 2, donc qui est un petit peu les soins généralistes en santé mentale, c'est vrai que finalement la France, son dispositif, elle en est en effet à ce niveau-là. C'est essentiellement du fait de la politique de secteur. La majorité des services psychiatriques français, ils proposent des soins polyvalents en santé mentale et non spécialisés ou très rarement spécialisés. Donc comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'en France, on a donc beaucoup de CMP, mais qui se déplacent peu et voire de moins en moins au domicile des personnes. On a une forte densité de lits d'hospitalisation d'emprunt, mais comme je le rappelais, il y en a quand même un quart qui n'est pas mobilisable parce qu'ils sont occupés par des patients au long cours, hospitalisés à l'année. Donc ça veut dire que sur la densité qu'on a, on peut en enlever un quart de lit qu'on ne peut pas mobiliser. Après, peut-être une petite nuance par rapport à la diapo sur l'Angleterre, parce que c'est vrai que l'Angleterre, on va dire, souvent elle est présentée comme ayant moins de lits. Là, c'est parce que j'avais dans ce tableau-là ajouté les données de l'hospitalisation privée. Parce que souvent, l'Angleterre a tendance à présenter les données du NHS et en effaçant un petit peu ce qui se passe à côté. Et du coup, sur ce que vous disiez sur le moindre nombre d'admissions, c'est peut-être que les admissions dans des établissements dans des services du NHS et hors ce qui se passe dans le privé. Ce qui caractérise la France aussi, en effet, par rapport aux autres pays, c'est la faible offre résidentielle dans la communauté.
C'est vrai que j'avais moi essayé de questionner les voisins européens sur ces patients au long cours et pour eux c'est pas quelque chose qui leur parle. Enfin, en tout cas ils sont pas dans les hôpitaux. Ils peuvent des fois critiquer leur structure résidentielle en disant c'est vrai qu'il y a des patients ça fait des années qui sont dans ces appartements en ville et qu'il y a une chronicisation qui peut se faire aussi dans la communauté mais elle se fait pas dans les hôpitaux. Et c'est quelque chose sur lequel le secteur médico-social il est pas non plus très dynamique, on va dire, pour répondre aux besoins des personnes. Et pour moi, ça fait partie en effet, des choses à améliorer dans la situation française. Et pareil, j'ai mis l'intérêt tardif pour justement les questions d'accès, maintien dans l'emploi, les loisirs, le logement autonome. Enfin, en France, ça fait pas mal d'années qu'à l'étranger, ça fait partie des priorités. Et en France, on s'y met un peu tardivement et de manière des fois très traditionnelle. Ça va être trop long si je commence à rentrer dedans, mais c'est vrai que souvent dans mes présentations, je dis que la France, elle a un système très protecteur, très paternaliste. Elle a cherché à beaucoup protéger les patients et pas à les intégrer suffisamment, ce qu'ont fait l'Angleterre. Alors, ce qui a pu être critiqué aussi, en disant il y a plus de gens sans abri qui ont des problèmes psychiques, mais en France, on en a aussi. Et je pense qu'à force de trop protéger, on empêche la personne d'aller vers l'autonomie. Et en effet, donc le troisième niveau qui est préconisé dans les services développés, en France, il est très limité. Donc l'offre spécialisée en santé mentale. Donc en effet, il y a certains dispositifs publics, que ce soit à l'époque, on parlait de dispositifs intersectoriels formalisés entre les secteurs, mais qu'on n'est plus capable de recenser et qui n'existent pas beaucoup. Il y a des cliniques privées qui se spécialisent dans certaines pathologies. Il y a des centres experts ou d'autres formes de centres de référence pour certaines pathologies, mais c'est vrai que c'est très petit par rapport à ce qu'on peut avoir à l'étranger. Pour moi, c'est un véritable héritage de la psychiatrie de secteur des années 60, avec on va dire une volonté de prendre tout le monde en charge, quelle que soit sa pathologie, qui était un choix historique suite à la Seconde Guerre mondiale, en disant il ne faut pas qu'il y ait des gens laissés pour compte, des incurables dont personne ne s'occupe. Sauf que 60 ans après, il y a des choses, il y a eu des progrès, il y a des acteurs qui sont apparus qui n'existaient pas dans les années 60 et qu'il est grandement temps de renouveler un petit peu cette vision de la psychiatrie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, si je n'ai pas été trop longue. Merci.